Bonjour les jeunes, comment allez-vous? J'aimerais qu'aujourd'hui vous soyez de plus en plus en bon état, en bonne humeur. J'aimerais vous demander, est-ce que vous avez des questions à propos du premier chapitre expliqué? Si vous avez besoin des questions, si un ou une d'entre vous a besoin que je lui répète une partie, je suis prête à recevoir vos questions, soit d'après la chaîne, soit d'après mon mail, même d'après mon numéro de téléphone. Je peux répondre tout de suite à toute information. Et maintenant, mes petits, on va commencer l'explication du chapitre 1. Si on se rappelle ensemble, le premier chapitre s'est achevé par l'emprisonnement de notre héros, le pauvre Dantès. Le pauvre Dantès qui a été injustement emprisonné au château d'If le jour de ses fiançailles, d'après la vengeance méchante qui a été accomplie par ses deux amis intimes, Danglars et Fernand. Alors, voilà mes petits chapitres 2 qui commencent par l'emprisonnement de notre pauvre héros dans la prison Château d'If. Il commence ses jours là-bas, il crie son innocence, il pleure. Personne ne l'écoute, personne ne lui parle. Il est seul, le pauvre dans son cachot. Il ne vient chez lui que le geôlier pour lui apporter de la nourriture 2 fois par jour. Pauvre solitaire Dantès. Après un an, dans cette situation qui était bien sûr trop sombre, il devient très déçu, déprimé, désespéré. Il arrive jusqu'au point qu'il ne mange pas, même il décide de se suicider, c'est-à-dire de se tuer. Alors pour réaliser sa décision, qu'est-ce qu'il a fait? Il arrête de manger, il jette la nourriture qu'on lui apporte de la lucarne. La lucarne, c'est la petite fenêtre qui se trouve près. Il arrête de manger, il jette la nourriture qu'on lui apporte 2 fois par jour de la lucarne. La lucarne, c'est la petite fenêtre qui se trouve dans son cachot en haut du mur. Après un temps, le geôlier croit qu'il est gravement malade. Personne ne pense que Dantès a commencé à se tuer. Il est sur le point de mourir. Il souffre infiniment. Personne ne comprend rien. Sa santé s'affaiblit un jour après l'autre, jusqu'au point qu'il n'arrive à ne lever même ses bras. Le pauvre Dantès, il est seul, il souffre, il est gravement malade. Tout d'un coup, il écoute un bruit derrière le mur où il dort. Il essaye de se lever pour écouter. Il découvre qu'il n'a aucune force, aucune énergie pour même lever ses bras, pour écouter, lever sa tête, pour bien écouter. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il commence à réfléchir. Il déduit que peut-être qu'il y a un prisonnier qui essaye de s'enfuir, qui se trouve dans le cachot d'à côté. Alors, à cet instant, il change d'idée. Il commence à manger. Il est plein d'enthousiasme, d'espoir, de plaisir. Et il attend un certain temps jusqu'à ce qu'il récupère sa santé. Alors, après quelques temps, il se lève, il pousse le lit, il tape contre le mur où il dort 3 fois. Malheureusement, le bruit cesse. Le pauvre Dantès est de nouveau déçu. Il croit qu'il n'y a aucun bruit et que ce qu'il avait entendu, c'est de pure imagination à cause de sa maladie. C'est pourquoi il recommence à être déçu encore une fois. Mais ça ne tarde pas beaucoup ce qui se passe, parce que après plusieurs jours, le bruit recommence. Alors, il est très content, il tape contre le mur, il écoute une voix qui lui parle, qui lui demande « Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais ?» Alors Dantès lui dit qu'il est en train de creuser le mur qui donne sur son cachot. Alors la voix lui demande « Et à quoi mène son cachot ?» Dantès lui explique que son cachot mène ou donne sur le corridor de la prison. Alors
Alors la voix lui pose une troisième question. Et à quoi mène le corridor de la prison? Il informe, Dantès informe cette voix que le corridor mène à la cour de la prison. Alors, la voix est complètement désespérée. Il raconte à Dantès qu'il a essayé plusieurs fois de s'échapper, mais il n'a jamais réussi de retrouver le mur de cette citadelle, de cette forteresse. Et il confirme à Dantès qu'il n'y a aucun espoir de s'enfuir de cet horrible château. Dantès ne comprend rien. Il lui demande « Pourquoi tu veux creuser le mur de la citadelle ?» Il informe Dantès que cette prison est entourée de la mer. Alors, s'il réussit à creuser ce mur, il peut sauter dans la mer. Alors, il peut s'enfuir à l'autre bout de la prison. Dantès est très content, c'est pourquoi il l'encourage. Il change d'attitude complètement. Les deux commencent à apporter de la casserole, de la marmite pour creuser le mur. Dantès l'encourage plusieurs fois de continuer à creuser et lui donne espoir qu'après leur rencontre, certainement ils vont trouver une solution ensemble. Les deux commencent à creuser. Après certains jours, ça passe un effondrement dans le mur. Il y a des pierres qui sortent du mur. Un passage s'ouvre entre les deux cachots. Quel plaisir pour les deux. La voix entre dans le cachot de Dantès. La voix, c'est l'abbé Faria. L'abbé, c'est un titre, parce qu'il était un homme de la religion. Faria, c'est son propre nom. Dantès, en voyant l'abbé, il est complètement surpris à cause de la vieillesse et la souffrance de ce pauvre homme. Et il a compris de l'abbé Faria qu'il est en prison depuis longtemps. Alors, l'abbé, en voyant Dantès, c'est complètement contraire. Il s'exclame de la jeunesse de Dantès. Alors, Dantès lui a rapidement expliqué qu'il était accusé faussement d'être un agent bonapartiste. Alors l'abbé, il ne croit pas à ses oreilles. Est-ce que vraiment Napoléon n'est pas sur le trône? Dantès ne croit pas à la question. Il pose une question à l'abbé et lui demande « Est-ce que vous n'avez pas d'idée que l'empereur est en prison? Et même en exil dans l'île d'Elbe ?» L'abbé lui explique qu'il est enfermé ici depuis des années et des années. Il n'a aucune information, aucun renseignement de ce qui se passe hors des murs de cette horrible prison. Alors, Dantès explique à M. Morel qu'il souffre de la monotonie. Il demande à l'abbé Faria, comment il occupe son temps. Alors, l'abbé lui explique qu'il invente des livres, des poésies, qu'il fabrique des outils avec lesquels il écrit ses livres et ses poésies. Il fabrique les plumes, des cartilages, des poissons qu'on lui apporte au fur et à mesure. Même l'encre, c'est lui qui le fabrique. Il garde le vin qu'on lui apporte pour se réchauffer de temps à autre et il fait dissoudre dans ce vin de la suie, l'hebeb, qui se trouve dans la cheminée, qui se trouve dans sa chambre. Il a une cheminée bouchée où il ne l'utilise pas. Alors, Dantès est très content. Il remarque que l'abbé est un savant qui parle plusieurs langues, qui a beaucoup de connaissances linguistiques, mathématiques, scientifiques, historiques, géographiques. Alors, la première chose que Dantès a demandé à l'abbé, il lui demande de lui apprendre sa science. L'abbé, en tant qu'un bonhomme comme Dantès, il accepte sa demande. Les deux ont oublié l'histoire de la fuite. Les deux commencent à préparer le plan d'éducation Dantès. Chacun se contente de la présence de l'autre dans sa vie. Après quelques années, dans cette situation, amis joie, amis bonheur, on a remarqué que Dantès est changé. Il devient un vrai savant comme l'abbé Faria. Il commence à parler plusieurs langues comme lui. Il commence à avoir tas de connaissances en variété de matières comme les sciences, les maths, l'histoire, ainsi de suite. Après cette période, les deux deviennent des amis intimes. C'est pourquoi, par conséquent, l'abbé révèle à Dantès
qu'il avait deux secrets et qu'il désire à raconter ces deux secrets à Dantès. Parce qu'au haut des murs de la prison, l'abbé Faria n'a personne. Il n'a ni femme, ni enfant, ni famille. Bien sûr, Dantès est très content et il accepte de l'écouter attentivement. L'abbé Faria lui révèle que son premier secret est qu'il est malade. Il a souvent des crises. Au moment de la crise, son corps est crispé, et le visage est livide, c'est-à-dire pâle. Il perd de couleur, il devient trop jaune. Alors, il n'y a qu'un seul remède qui se trouve dans un flacon sous forme d'un liqueur qui se trouve sous son lit. Au moment de la crise, Dantès apporte tout de suite un couteau pour desserrer, c'est-à-dire séparer les deux mâchoires de l'abbé Faria et essaye de faire couler de 8 à 10 gouttes de ce liqueur. Dantès l'écoute bien sûr attentivement. Mais après que l'abbé raconte son histoire, l'histoire de son secret de sa maladie, l'abbé a subi une crise qui a été violente et subite. C'est pourquoi il devient trop pâle, jusqu'au point qu'il perd la connaissance. Dantès est surpris, il reste à côté de lui, il ne le quitte pas, jusqu'à ce que l'abbé respire bien, reprend connaissance. Alors, après sa reprise de connaissance, l'abbé demande à Dantès de lui rendre visite le lendemain pour qu'il lui raconte le deuxième secret. Parce qu'il n'y aura pas de temps et cette crise était la plus dure, ça indique que la prochaine certainement sera la dernière. Dantès, comme son habitude avec l'abbé, il l'encourage tout le temps, il lui donne l'espoir qu'il pourra un jour s'enfuir avec lui de cette prison. Alors, le lendemain, Dantès bien sûr a obéi à l'ordre de l'abbé Faria. Le lendemain, il lui rend visite. En rentrant chez lui dans son cachot, il remarque que l'abbé est assis sur une chaise. Il tient un papier comme un parchemin, comme un papyrus, un rouleau de papyrus. Entre ses mains. Et il révèle à Dantès que ce papier, c'est son deuxième secret. D'accord, l'abbé Faria, je vous écoute comme d'habitude attentivement. Et l'abbé Faria commence à raconter son deuxième secret. Alors, il raconte que sa vie, avant d'entrer en prison, il était secrétaire chez une famille qui s'appelle la famille Spada. Cette famille était très célèbre dans tout Paris, c'est une famille très riche. Le plus grand membre de cette famille s'appelle le cardinal Spada. Le cardinal, comme d'habitude, c'est un titre, laqab, parce que la famille Spada, c'est une famille des hommes de religion. Et le cardinal était un poste religieux. Le pape, qui est le plus grand poste entre les hommes de la religion, était un homme à cette époque, quand vous avez une idée de l'histoire de l'Europe, tous les papes à cette époque étaient des hommes méchants, vénales, qui aiment beaucoup l'argent, qui aiment posséder de grandes sommes d'argent. Alors, il est très jaloux que le cardinal Spada et sa famille sont très riches. C'est pourquoi il commence à préparer un plan pour emprisonner le cardinal et s'emparer de ses biens. Mais le cardinal ressemble beaucoup à son pape. Il est malin comme lui et il a saisi que le pape prépare un plan. Il a pu prévoir à l'avance son plan. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le malin? Il a vendu ses biens, il l'a transformé en un trésor, l'a enfermé dans un endroit inconnu. Le pape arrive à la maison du cardinal pour l'arrêter. Il ne trouve rien chez le cardinal. Il est très furieux, coléreux. Il ne croit pas à ce qu'il voit devant lui-même. Mais en même temps, il insiste de jeter le cardinal Spada en prison. Le pauvre reste en prison jusqu'à sa mort. Après sa mort, qui va l'hériter? Il est un homme de la religion, il n'a ni femme ni enfant. Il n'y a que le neveu, le fils de son frère, le petit Spada. Alors, après la mort du grand Spada, du cardinal Spada, le petit Spada a hérité le seul bien qui restait de son oncle, c'est un bréviaire, un livre de prières.
Le petit Spada, au début, a essayé de trouver et de chercher le trésor de son oncle. Il ne le trouve nulle part. Et lui-même, il continue à vivre, à ne pas trouver le trésor de son oncle. Jusqu'à même la mort de ce petit Spada. Lui aussi, après la mort de petit Spada, il n'a ni femme aussi et ni enfant. Il ne reste aucun membre dans cette famille que le secrétaire, l'abbé Faria. Alors, c'est lui qui a hérité le seul bien qui est resté de cette famille, le bréviaire. C'est toujours l'abbé Faria raconte à Dantès l'histoire de son deuxième secret et qui est son trésor en même temps. Alors, l'abbé a donné le plan qu'il tenait entre ses mains à Dantès. Il donne le plan à Dantès, lui demande de chercher le trésor, parce que ce plan, c'était, et ce papier, c'était le plan qui montre où le cardinal avait enfermé son trésor. Et où l'abbé a trouvé ce plan? Il l'a trouvé à l'intérieur de ce bréviaire, de ce livre de prière, qui un jour tombe par terre, et l'abbé a trouvé à l'intérieur de la couverture abîmée et déchirée de ce livre le plan qui indique où le cardinal avait enfermé son trésor. Alors, l'abbé donne le plan à Dantès, lui demande de chercher le trésor s'il réussit un jour de s'enfuir de cette prison. Il lui confirme encore une autre fois que la crise suivante sera la dernière, parce que la précédente était la plus violente. Comme son habitude, Dantès l'encourage qu'il va guérir et ils vont un jour réussir à s'enfuir ensemble. Mais malheureusement, après cette crise, après cette situation, l'abbé a eu la dernière crise. Et à l'instant, le pauvre homme, vieillard et faible, il est mort. Après sa mort, Dantès a eu deux réactions. Faites très attention, parce que premièrement, il décide de se suicider. Il ne supporte pas de vivre encore une fois seul dans cet horrible château. Mais à cet instant, il n'attend pas à être complètement déçu, à décider encore une fois de se tuer, mais il change d'idée tout de suite. Il décide de trouver un moyen pour s'enfuir, parce qu'il veut savoir et découvrir les responsables de son emprisonnement. Et il veut savoir et comprendre leur raison. Jusqu'à cet instant, il n'a aucune idée qui a causé son emprisonnement injustement. Et il décide vraiment de s'enfuir pour récupérer sa joie et sa liberté. Alors, d'où cette idée lui est venue à la tête? Au moment où il essaye de faire les adieux à l'abbé Faria, il découvre que les geôliers sont venus et ont mis le cadavre de l'abbé Faria dans un sac de toile. Il est surpris, il ne comprend pas pourquoi, puisqu'ils vont l'enterrer dans un cimetière. Mais il n'a pas réfléchi beaucoup à cette situation. Tout ce qu'il a eu à cet instant, qu'il a ouvert le sac et fait sortir le cadavre de l'abbé Faria pour l'embrasser au front et lui faire ses adieux. À cet instant, il a eu une idée à la tête, de mettre le cadavre de l'abbé Faria dans son cachot sur son lit. Alors, Dantès, il a fait sortir tout de suite le cadavre de l'abbé Faria. Il le prend sur son lit. Il met le visage de l'abbé Faria contre le mur pour que si quelqu'un passe des geôliers, il croit que c'est peut-être Dantès est en train de s'endormir. Et Dantès retourne dans le cachot de l'abbé Faria. Il se remet à l'intérieur de ce sac. Il referme le sac et attend l'arrivée des geôliers qui viennent à la fin de la journée en emportant une civière, un lit tiré par des rouleaux siriri-goror. Ils ont mis le cadavre sur la civière. Dantès ne comprend rien à quoi sert. Même ils ont entouré le cadavre par une masse de 18 kilos. Tout ça inquiète et surprend Dantès. Et il croit, Dantès, à cet instant qu'ils vont l'enterrer dans un cimetière et lui, il peut creuser la terre molle de ce cimetière et s'enfuir à l'autre bout du monde.
mais tout ce qu'il a planifié est complètement, bien sûr, achevé et échoué. Pourquoi? Parce que les geôliers l'ont emporté vers la mer. Il commence à écouter le bruit des vagues, le bruit de la mer, les gazouillements des oiseaux. Il ne comprend rien, mais ils écoutent les deux soldats. Chacun s'assure de l'autre s'il a bien fermé le sac. Ils ont compté 3, 2, 1. Hop! Ils l'ont jeté dans l'eau. Ils découvrent que le cimetière de la prison, c'est la mer. Le jeune tombe dans l'eau comme un oiseau. Il nage, il se sauve, tout de suite bien sûr. Il commence à chercher le trésor. Et si notre copie est très résumée de la copie intégrale du roman. On n'a aucun détail à apprendre pour notre programme. Il cherche le trésor, il le trouve à l'île de Monte Cristo. Il se nomme le comte de Monte Cristo. C'est pourquoi on a compris d'où vient le titre de notre roman. Il trouve le trésor dans une grotte. Alors il transforme la grotte en un château luxueux. Il commence bien sûr, après s'être enrichi, à faire le tour du monde. Il achète des esclaves pour le servir, bien sûr. Comme tout homme riche à cette époque-là, il achète un esclave qui s'appelle Ali, une esclave qui s'appelle Heidi. Il rencontre un jeune qui s'appelle Albert en Italie. Les bandits voudraient enlever Albert pour le voler et le tuer. Mais Dantès, avec beaucoup d'audace et de courage, a pu réussir et sauver le jeune Albert. Après cet essai, c'était la naissance d'une forte amitié entre les deux hommes. Et Albert a demandé à ce comte de lui rendre visite chez lui dans sa maison à Paris. Et le comte lui a promis de lui rendre visite au moment où ils seront à Paris. Après, et finalement, il s'informe de son passé. Il s'informe que son père est mort. On n'a aucun détail, comment il a pu savoir qui. Tout ça, ce n'est pas dans notre programme. Il a su que Mercédès s'est mariée de Fernand, que Fernand devient le comte de Morcerf, le prince, qu'il occupe un grand poste politique à Paris, qui n'est plus le pauvre pêcheur à Catalan, et qu'il a eu un enfant de Mercédès qui s'appelle Albert. Il a pu savoir qu'il était coupable de son emprisonnement et quelle pauvre surprise, inattendue, surprise à mon avis sauvage, de découvrir que ce qui était responsable de son emprisonnement, c'était ses amis intimes, le pauvre. Il découvre aussi que Danglars devient un directeur d'une banque à Paris. Lui aussi a quitté Catalan, a quitté le navire Pharaon, il devient lui aussi le capitaine. Et il vit à Paris lui aussi avec Fernand. Il est très content. Il voyage à Paris, il achète une maison qui donne sur les Champs-Élysées et il commence à se préparer pour trouver l'occasion convenable pour accomplir sa vengeance des deux amis. Et, mes petits, c'est la fin du deuxième chapitre. Merci bien sûr pour votre attention, mais il m'intéresse beaucoup de vous montrer la copie de notre roman. C'est notre édition et c'est très nécessaire, mes petits, de lire même le contenu. Si vous voulez que je vous prépare une lecture à écouter, je suis prête. Si un ou une a besoin que je lui envoie le roman même pour le lire tout seul, mais c'est nécessaire après l'explication du troisième chapitre, c'est toujours un extrait de ce roman, des paroles directes des héros et des personnages de ce roman. Merci et bonne journée. Au revoir.